Ah, donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi je suis Lorenzo Socavo, je suis consultant indépendant en prospective du livre et de l'édition. C'est-à-dire que je travaille, que je réfléchis depuis plusieurs années à l'avenir du livre et à l'avenir de la lecture, alors que depuis 1971, il ne fait plus de doute, si vous voulez, que nous passons de l'édition imprimée à l'édition numérique. Alors très rapidement, juste en deux mots, ce qu'on pourrait appeler, disons, la digitalisation du livre, entre guillemets, s'exprime à la fois avec la métamorphose des livres comme contenant. Bon, on a tous vu déjà, vous avez tous soit testé, soit vous avez vous-même, je pense, soit des tablettes comme des liseuses encre électronique, ou des tablettes multimédia comme l'iPad par exemple. Donc d'une part, la métamorphose des livres en tant que contenant, et d'autre part, leur volatilité comme contenu. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il nous faut aujourd'hui, je pense, envisager l'avenir du livre et l'avenir de la lecture au-delà de l'imprimé. Et c'est dans cette perspective justement que j'ai lancé en janvier 2012, en début d'année, que j'ai lancé Métalecture, qui sera sur FrancoGrid, donc là où nous sommes, qui est un partenariat avec FrancoGrid, et qui est l'île virtuelle sur laquelle, si vous voulez, nous sommes réunis ce soir, et qui est donc baptisée Métalecture. Alors pour cette année 2012, ce sera un incubateur de projets innovants, qui seront tous plus ou moins liés au livre et à la lecture, donc comme le nom l'indique, sur le web 3D particulièrement, bien entendu, que certains appellent parfois le métavers. Je pense personnellement que le terme, disons, méta-univers serait plus approprié, mais on en parlera, je pense, au cours d'autres discussions. Alors, quoi qu'il en soit, nous allons organiser dans les semaines et les mois à venir d'autres expositions, des conférences. Nous avons un auditorium équipé aussi à un autre étage de la tour dans laquelle nous sommes. Et dans les semaines à venir, pour commencer, 3 focus groupes, une série de 3 focus groupes, un pour les enseignants, un autre pour les bibliothécaires, et un troisième enfin pour les éditeurs, et plus particulièrement bien sûr les éditeurs numériques. Et je pourrais répondre bien sûr à vos questions, dialoguer avec vous tout à l'heure, après la visite, ou dans les jours qui viennent. Alors pour le moment, eh bien, on va passer au plus important de la soirée. Je suis heureux d'accueillir ce soir pour cette inauguration de Métalecture Anna Astier, dont je suis le travail depuis plusieurs années, notamment sur Second Life. Le thème de la soirée, je pense que vous l'avez vu tous dans l'invitation ou sur l'affiche, le thème de la soirée, c'est de la narration linéaire à la narration multidimensionnelle, avec comme sous-titre Introduction au livre quantique. De toute évidence, ça s'inscrit parfaitement dans les problématiques de la prospective du livre et dans l'émission de Métalecture. Alors, nous allons suivre Anne de panneau en panneau tout autour de cette salle. Elle va nous présenter une rétrospective de ses recherches et de ses travaux antérieurs en lien avec le livre sur le métavers, revenir sur ses précédentes performances en réalité mixte, et enfin, pour la première fois, et je l'en remercie particulièrement, elle va introduire le concept de livre quantique sur lequel elle travaille depuis plusieurs années. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais dire un grand merci à tout le monde. C'est vrai que j'ai plein de personnes à remercier ce soir. Lorenzo de m'avoir tendu la main pour que ce soir-là, cette soirée existe. Pour tous ceux qui ont collaboré, tous les partenaires de l'exposition, avec qui ça a été, c'est un grand plaisir de partage, de travail. Et je remercie ceux qui ont fait l'effort de se créer un avatar. C'est pas toujours facile, mais qui ont été suffisamment motivés pour venir là ce soir. Et puis ceux que je connais déjà, qui se sont juste déplacés d'un monde à l'autre, enfin juste. Si on veut, puisque certains parmi vous, on se connaît déjà depuis Second Life, où effectivement, depuis 2007, on a présenté des expositions à Tournicoton Art Gallery. Voilà, donc ce soir, il va être question des mondes virtuels, mais pas que des mondes virtuels, puisque mon usage des mondes virtuels est en fait une partie de mon travail, et ce soir j'avais envie de parler aussi de toute l'antériorité et de tout ce qui est en train de s'ouvrir maintenant
dans ma réflexion après avoir utilisé les mondes virtuels. On va peut-être se déplacer lentement d'image en image. Ça va être aussi une façon de... J'aime bien quand il y a des cheminements. Donc là, ça va être parfait. Alors, il y a un petit peu de lag. Donc, on va le faire doucement. Donc, en fait, je vais m'appuyer sur les images qui sont là et que vous pouvez voir en caméra aussi bien. Voilà, donc je voulais partir de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Donc en fait, il y a une résonance intéressante qui se fait entre le livre que j'ai écrit il y a 30 ans et puis ce que maintenant, depuis très peu de temps en fait, depuis début décembre, je commence à nommer le livre quantique. Qui a eu divers noms à diverses étapes, mais maintenant je vais en parler comme étant le livre quantique. Et donc il y a 30 ans, c'était en 1982, j'allais bientôt avoir 20 ans, et un matin je me suis réveillée en ayant rêvé d'un livre. En fait, la sensation que j'ai eue, c'est qu'on m'avait montré un livre ou bien que j'avais accédé à un endroit où le livre était. Et ce livre avait... Oui, bientôt. Donc ce livre n'avait... Donc j'en voyais la couverture, il n'y avait aucun nom d'auteur, ni aucun titre. Et à l'intérieur, quand je regardais les pages, en fait, les phrases commençaient d'une certaine façon, et puis elles avaient plusieurs façons de se terminer. Ça n'était pas fixé, et tout pouvait être, tout avait plusieurs possibles. Voilà, chaque phrase avait plusieurs possibles. Entre sa façon de commencer et sa façon de finir. Évidemment, au réveil, j'étais très, très troublée par ce rêve et j'ai éprouvé le besoin naturel d'écrire ce livre. Et en fait, j'avais rien de particulier, je n'avais aucune histoire particulière. Et j'ai quand même commencé en essayant de partir de ce que j'avais ressenti, puisque c'était plus des perceptions qui m'avaient été données, plus que des informations. Et donc j'ai commencé à écrire. Donc la première phrase qui est venue, c'est la punition, 2 points, et puis j'ai fait des petits dessins qui n'étaient pas forcément ce que j'avais vu dans le rêve, mais voilà, c'est parti comme ça. Et par la suite, tout ce que je me suis mis à vivre dans le mois qui a suivi, puisque ce livre a été écrit, donc le piano, a été écrit, pardon, j'aurais pas dû dire le titre, puisqu'à ce stade-là, il n'avait aucun titre. Ce livre a été écrit en 1 mois et 1 semaine. Et donc, tout ce qui est rentré dans mon vécu est rentré aussi dans le livre. C'est quelque chose de très important à dire, parce que si vous comprenez ça, vous comprenez aussi tout le reste de ma démarche, où en fait, je n'ai eu de cesse de rapprocher l'art et la vie, et d'arrêter de faire de l'art et rentrer dans la vie. Donc, je suis allée à un festival de piano. Donc, mon personnage est devenu un pianiste. Et tout ce que j'observais, je l'ai retransmis aussi dans le livre sous forme de dessin. Et donc, au final, ce livre n'était pas simplement littéraire, il était aussi visuel, puisque chaque fois que je le sentais comme ça, j'introduisais un dessin. Et même, puisque le personnage était un pianiste, chaque fois qu'il composait,
je mettais aussi les brouillons successifs d'une partition, puisque j'ai sollicité un ami contrebassiste, Bertrand Dora, et il est parti par plein de... Il est parti de mathématiques, et en faisant évoluer ces mathématiques, il est arrivé à une partition de musique, et donc j'ai gardé toutes les étapes, et ça a fait partie du livre aussi. Et donc pour moi c'était important. Ce livre, c'était pas simplement une histoire écrite. J'éprouvais le besoin d'aussi le rendre, le spatialiser par de l'image et par du son. En fait, c'était assez prémonitoire, mais au début où j'en étais, c'était encore ce qu'on peut appeler, dans le cadre de cette soirée, une narration linéaire, mais qui déjà cherchait à trouver des portes, à ouvrir des portes vers d'autres médias. Dans mon travail de plasticienne, j'ai aussi composé une narration. En fait, l'image était fragmentée, c'était des petites, ce que vous pouvez voir. Donc là, je me suis amusée pour faire un peu comme dans les publicités qu'on voit dans les magazines, avant, après. Montrer l'évolution entre l'époque où j'utilisais beaucoup de matière, donc je chinais beaucoup de matière au marché aux puces, je découpais aussi des images, et pour aussi mettre en scène, en fait, pour moi, c'était de la mise en scène, c'était quasiment un film. Donc, mettre en scène des histoires avec des thématiques. Et donc, c'était sur des petites pages de carnet, évidemment, pour rappeler la dimension de l'écrivain, puisque quoi que je fasse, en fait, je me sens toujours écrivain. Et ces pages, donc, il y avait un sens de lecture. Alors là aussi, c'était bon dans la tradition, on va de gauche à droite et de haut en bas. Et donc la dernière page, c'était ma double signature, puisque j'avais tout un jeu avec l'empreinte de rouge à lèvres. Et puis il y avait le titre et l'année. Voilà, donc ça c'était dans les années 80-90. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe donc de cette étape-là artistique au monde virtuel? En fait, en 1994, j'ai eu une rencontre dans ma vie, dans des circonstances que je pourrais raconter plus en détail dans une autre rencontre plus adaptée au livre quantique, puisqu'en fait le livre, ce qui maintenant est le livre quantique, en fait a démarré en 1994. Et de la même façon qu'en 1982 j'ai eu accès à un livre, en 1994, à partir du choc de cette rencontre, c'est comme si à nouveau j'avais accédé à quelque chose qui était dans une autre dimension, à laquelle je n'accédais pas, mais je pouvais le percevoir. Et c'était quasiment violent, tellement c'était très très dense. Je n'étais pas capable de tout le comprendre, mais je savais que j'avais été connectée à quelque chose malgré moi. Et je n'ai eu de cesse de comprendre ce à quoi j'avais été connectée. .
En fait, ce qui s'est passé à travers cette rencontre, qui, pourrait-on dire, a été une rencontre amoureuse, il m'a été demandé d'écrire cette relation. Et donc je m'y suis appliquée, je l'ai fait pas simplement de façon écrite, mais aussi j'ai tenu donc un journal écrit, un journal sonore, un journal photo, un journal aussi vidéo, un peu moins, mais il y avait aussi l'idée de filmer. Et donc il m'avait été demandé de restituer cette relation. Et je m'apprêtais à le faire, et en fait je ne l'ai pas fait. Et j'ai tout stocké. Et c'est en stockant que tout l'espace entre mon présent et ce à quoi j'avais été connectée a commencé à se remplir avec des livres. Des livres qui n'étaient pas donc que de l'écrit, mais qui pouvaient être aussi des bandes de son ou un film. Donc pour mieux voir ce qui se passait dans ces livres, donc là j'en ai mis quelques extraits, surtout pour montrer l'utilisation des calques, par exemple. En fait, ces livres étaient conçus comme des CD-ROM, mais sur papier. Et donc en fait, je simulais une navigation, en donnant donc des indications de navigation, comme ça aurait pu l'être avec l'informatique. Mais je n'ai jamais passé le pas passer le cap de l'informatique, et d'ailleurs je n'avais même pas d'ordinateur à la maison. Je voulais je voulais l'idée de l'informatique, mais pas l'informatique. Et ce qui était parti, donc en fait ça a fait un peu comme des poupées russes. Donc le premier livre s'appelait L'amante de Rimbaud. Ensuite j'ai travaillé sur la notion de grâce, mais d'une façon extrêmement physique et physiologique. C'est-à-dire j'ai essayé de comprendre en moi, dans mes cellules, comment cette notion de grâce pourrait en fait correspondre à une transformation au niveau cellulaire en moi. Donc il y a eu la grâce, la quatrième grâce, la grâce, et puis un jour j'ai découvert que j'avais suffisamment stocké, puis c'est devenu un roman multimédia filmé à même la vie. C'est comme ça que j'appelais tout l'ensemble. En fait, tout cet ensemble, ça a fait une 50aine de livres. Et en 1999, j'ai commencé à travailler à partir de la physique quantique. Oui, en fait, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est quand il m'avait été demandé de restituer le récit de notre rencontre. En fait, j'avais, à partir du réel, puisque nous étions donc deux personnes réelles, à partir du réel, j'ai décidé de créer une fiction, c'est-à-dire de décaler les personnages, de leur donner un autre nom,
et en fait de superposer le réel et cette dimension décalée qui était une fiction, mais je gardais toujours le lien entre le réel et la fiction. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, s'il vous plaît. Merci. Et ce lien que je gardais entre le réel et la fiction, pour moi, construisait une sorte d'hologramme. En fait, la base, le socle, c'était le réel, et la fiction construisait une dimension décalée. S'il vous plaît, le micro, c'est aproduit. Vilain produit. Voilà, merci. Et donc j'avais décidé dans cette fiction que, donc on était en 1994, et j'avais décidé qu'en 2005, le 2 novembre, c'était sorti comme ça, le 2 novembre 2005, j'allais tout restituer à cette personne. Et donc c'était une histoire extrêmement futuriste, puisque nous n'étions qu'en 1994 et 2005 semblait vraiment, c'était le futur. Et même c'était la science-fiction quasiment. Et pour faire cette restitution, j'ai imaginé qu'en fait, on se connecterait à un réseau. Je ne voyais pas ça comme un réseau technologique, en fait. Je me disais, il y a un réseau qui existe. C'est un réseau dans lequel chacun inscrit sa vie. Il existe. Il n'y a pas à l'inventer, il existe. Il y a juste à le mettre à jour par la conscience. Et en fait, on peut se connecter dans mon idée, on pouvait se connecter à ce réseau et transférer des banques de données donc assez gigantesques, puisque ce que j'allais transférer, c'était non seulement mon vécu de quelques semaines, enfin, de quelques rencontres ou de quelques échanges avec cette personne, mais aussi toute la façon dont ça avait impacté mon rapport à l'art, mon rapport à la conscience, donc toute la façon dont ça a impacté mon futur, mais aussi toute la façon dont ça m'a fait retourner dans mon passé pour comprendre pourquoi j'avais été d'accord d'accepter certaines conditions très précises de la rencontre. Et comment ça avait fait des résonances avec mon passé, des blessures à guérir. Et donc je me rendais compte que que si je voulais trouver mon présent, en fait, il fallait que je fasse sans cesse des allers-retours entre mon futur et mon passé. Et que mon présent se construisait comme ça, dans ces allers-retours. Et ces allers-retours, je les percevais comme étant en fait dans le mouvement d'un Mébius. Un Mébius, en fait, c'est le ruban de Mébius. Donc c'est un ruban qui est vrillé. En fait, quand vous êtes à l'endroit, ça se vrille et vous êtes à l'envers. Et c'est ce qui correspond au sigle de l'infini, le 8 couché. Et donc mon présent, c'était le centre du 8, le point d'intersection. Et donc ce que je cherchais, le présent que je cherchais, c'était ce centre du Mébius. Donc en 1994, j'ai regardé un livre qui s'appelle « L'univers est un hologramme ». Voilà, moi je dis le Mébius, mais c'est le ruban de Mébius.
Et donc dans ce livre, il était question à travers diverses disciplines scientifiques, il était fait des rapprochements entre notre évolution de pensée et puis la physique quantique. Donc là, j'y ai appris quelques données assez simples. Je vais essayer de vous en parler simplement. Par exemple, un concept très important, c'est la notion d'implier et de déplier. En fait, donc j'avais lu que les scientifiques avaient compris qu'on vivait dans un hologramme, en fait, c'est-à-dire qu'en fait on vivait dans la partie dépliée d'une source qui en fait était dans le non matériel. Donc ils appelaient ça l'implié, et c'était l'origine de projection de cet hologramme. Donc, et en fait, nous vivons dans un hologramme. Bon, quand on pratique les mondes virtuels, c'est très intéressant de faire le rapprochement. Et donc, vous pouvez comprendre aussi que, par exemple, ce que je vous ai raconté du livre, donc, qui plus tard a été publié sous le titre du piano, c'est l'éditeur Robert Morel qui, en fait, a mis un nom et un titre à ce livre, alors qu'au départ, il n'y en avait pas. Donc le piano, c'est comme si j'étais allée le voir dans l'implié et que je l'avais fait descendre dans le déplié. Ensuite, une autre notion importante de physique quantique, c'est le fait que la lumière, s'il vous plaît, il y a un micro ouvert. Merci. Le fait que la lumière peut se manifester de deux façons, par l'onde ou par la particule. C'est-à-dire, en fait, la lumière peut être soit énergie, soit matière. Et ça, c'est très, très intéressant. Par rapport au fait de comprendre qu'on peut se situer dans un curseur, enfin, on peut mettre un curseur à comment on peut vibrer, en fait, d'un univers matérialisé à un univers dématérialisé qui retourne à l'énergie. Et tout est curseur à l'intérieur de ces pôles. Donc en fait, un autre événement important aussi, c'est que j'ai commencé une psychanalyse et tout simplement dans la relation avec donc le psychanalyste, j'ai commencé à me poser une question toute bête. Je me suis dit, mais comment ça marche la communication ? On est deux personnes, il y a une communication. Alors pourquoi ça m'est venu avec un psychanalyste ? Parce que le psychanalyste, par essence, c'est quelqu'un de très muet et de très invisible dans la relation. Donc c'est pour ça que ça m'est venu exclusivement à ce moment-là. Et donc c'est vrai, c'est une question toute bête. Comment ça marche la communication avec l'autre ? Qu'est-ce qui se passe quand on communique avec quelqu'un ? Ça n'est pas de l'ordre du visible, et pourtant il y a quelque chose qui se passe, il y a des échanges, et donc ça m'interrogeait très fortement. Et j'ai commencé à dessiner ce que je voyais de l'invisible.
Et donc à partir de ce moment-là, à partir de 1999, j'ai commencé à faire, au début c'était des schémas, et puis ça a évolué de plus en plus vers le dessin, et même quasiment le dessin enfantin. Et voilà, cette introspection de l'invisible a été quelque chose de très important. Et en fait, j'avais envie de comprendre l'invisible, pas du tout d'une manière intellectuelle. Je crois que ça ne sert à rien de comprendre les choses d'une façon intellectuelle. Ce qui est important, c'est de les comprendre avec son corps, avec ses cellules. Et quand toutes vos cellules ont compris quelque chose, c'est plus du tout intellectuel, c'est initiatique. Et pour moi, ce qui fait valeur, c'est ce qu'on a compris dans le vécu, ce qu'on a compris par l'expérience avec le corps et par l'initiation. Parce qu'on peut avoir lu des choses, mais si on ne l'a pas compris au profond de soi, on ne peut pas l'utiliser d'une façon adéquate. Donc tout ce que j'ai pu raconter, ça peut être influencé par des lectures, mais c'est avant tout mon vécu. Le vécu, c'est ce qui fait ta vie, c'est ce qui te construit aussi. Donc après, tu choisis ce que tu vas expérimenter. Donc j'ai fait aussi, pour les besoins de ce travail-là, j'ai fait aussi des expérimentations que je ne ferai plus du tout aujourd'hui. Voilà, mais ça fait partie du parcours, ça fait partie de ce qui a construit le livre. Et pour moi, ce livre est réellement dans la relation que j'ai eue avec. C'est une relation de me connecter à lui dans sa dimension impliée, qui était une dimension extrêmement complexe, et petit à petit, au fil des années, de le faire descendre dans la manifestation et dans le déplié. Ce que je vous décris là, en fait, c'est ce que j'ai compris de quelque chose qu'on a appelé par ailleurs l'Immaculée Conception. Puisque j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur l'Immaculée Conception à partir de la physique quantique. Et le sens que j'y donne, c'est qu'en fait l'Immaculée Conception est l'art de faire descendre l'implié, de le transformer, de le manifester en déplié. Donc, par exemple, là, je suis devant transmission quantique à travers l'espace-temps. Donc, en fait, je pouvais imaginer aussi qu'il existait des sortes de moteurs de recherche ou dans un espèce de réseau qui était... donc, puisque pour moi, c'était un réseau de conscience et c'était de nature quantique, on pouvait faire des recherches dans le passé, dans le futur, et on pouvait se déplacer dans ce réseau quantique en ayant redécouvert en soi des fonctions de nos cellules qu'on a oubliées. En 2005, la façon que j'ai eue de restituer en fait tout ça, c'est par Internet. En fait, entre-temps, j'ai eu connaissance d'Internet en 1995 et
quand j'ai entendu parler d'Internet, je me suis dit, waouh, c'est ça, là, ça a un rapport, là, avec mon histoire de réseau. Bon, un peu plus tard, même bien plus tard, donc j'ai appris qu'il y avait des blogs. Je me suis dit, c'est super, en fait, les gens commencent à dire des choses sur leur vie, sur comment ils pensent. J'avais l'impression que ça prenait forme. Et puis, donc maintenant, il y a Facebook. En plus, Facebook, maintenant, est en train de devenir aussi une espèce de journal spatio-temporel de chacun. Et donc, je vois bien qu'il y a une manifestation physique de ce qu'il y a longtemps, j'ai perçu comme un réseau. Mais en fait, je sais que je parle aussi d'autre chose qui est encore au-delà de tout ce qu'on a pu voir et qu'on n'a pas encore fini d'explorer des nouvelles textures, comme on a pu le faire avec les mondes virtuels. Je sens qu'on va aller encore bien plus loin et qu'on va vraiment rentrer dans non plus des mondes virtuels, mais des mondes quantiques. Et que la prochaine exploration, ce sera en fait des mondes quantiques. Donc en 2005, ma façon que j'ai eue de restituer tout ce que j'avais stocké, ça devenait insupportable d'ailleurs d'avoir stocké tout ça, je ne savais plus quoi en faire, c'était plein d'images, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que régulièrement, je tenais un journal, on peut l'appeler comme ça, qui était à la fois un journal intime et un journal collectif. C'est-à-dire qu'en fait, de livre en livre, c'est comme si je scannais à la fois mon intérieur et mon extérieur. Et donc, chaque fois que je me déplaçais dans le temps, je faisais un autre livre et à nouveau je scannais. Comment je vivais ma transformation intérieure et comment j'observais une certaine transformation extérieure. Au revoir Yiko, merci. Et donc cette succession de livres, qui en fait était un continuum de livres, en fait était pour moi comme un livre vivant. C'est-à-dire en fait, il recueillait l'expression à la fois de ma transformation intérieure et de la transformation du collectif. Et je le voyais grandir comme si c'était un être vivant. En tout cas, c'est le rapport que j'avais à ce livre. En 2003, en 2002-2003, j'ai fait un DESS en sciences de l'information et communication. Et là, j'ai même fait mon mémoire sur la transdisciplinarité. En fait, dans la notion de transdisciplinarité, je retrouvais des choses très intéressantes par rapport à la volonté de dire qu'il existe une multitude de réalités et qu'en fait la transdisciplinarité s'occupe de toutes ces réalités en même temps et elle veut les transcender dans un but humaniste et dans un but d'élever l'humanité. Et je recherchais toujours cette vision globale qu'on pouvait avoir à la fois de soi
et du collectif, non plus comme quelque chose de séparé, mais comme quelque chose de réunifié. Donc là, je vais faire un petit clin d'œil à Guy Debord aussi et à sa Société du spectacle, dans laquelle il avait pointé qu'en fait, on avait séparé l'acte et le spectacle et qu'on avait transformé notre société en un immense spectacle. Et réunir l'acte et le spectacle, réunir l'art et la vie, réunir soi enfin, l'individu et le collectif, c'est une volonté de conscience que j'ai eue pendant toutes ces années de recherche. Donc là, vous avez quelques-uns des dessins que j'ai pu faire. Alors souvent, quand c'est en noir et blanc, ça date de 2000. Et la couleur apparaît à partir de 2001. Donc là aussi, pour faire des petits clins d'œil à certaines œuvres antérieures qui appartiennent à l'histoire des livres. J'avais été très marquée par tout ce que j'avais lu de Hermann Hesse et notamment le jeu des perles de verre. Et dans ce livre, il parle que après ce qu'il appelle tout un cycle, une époque de variété, l'humanité comprendrait autrement la notion de biographie et la notion des actes que l'on pose pour le collectif. Et donc le Ludi Magister, on n'était plus du tout à l'époque du président de la République, et donc le Ludi Magister avait à sa disposition un boulier, et il manipulait à la fois les arts, les sciences, les mathématiques, la musique. Et je trouve que c'est très précurseur de la notion de transdisciplinarité et aussi de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous avons la chance de vivre à notre époque actuelle, en redevenant créateurs de nos propres mondes dans l'usage des mondes virtuels. Et ce qui semblait, donc à travers ce livre-là, ce qui semblait comme un peu la qualité suprême d'un être qu'on appelait le Ludi Magister, en fait maintenant c'est quelque chose que nous expérimentons tous. Et notre époque à nous, c'est de s'emparer chacun de la reconstruction de notre propre monde. Donc évidemment, j'ai fait des petits dessins là-dessus sur notre façon de pouvoir être donc des créateurs quantiques de notre propre monde et de notre propre réalité. Puisque finalement la réalité a été extrêmement réduite. Alors ça me faisait à la fois rigoler et pester quand on me disait régulièrement « Oui, mais toi, tu n'es pas dans la réalité ». Et ben oui, parce qu'en fait, pour les personnes qui me disaient ça, en fait, pour eux, la réalité, c'est en fait la matrice économique dans laquelle on nous a enfermés et dont on veut nous faire croire que c'est la réalité. En fait, la réalité, c'est pas du tout ça. D'abord, elle est multiple. Et
on est la preuve en tant qu'utilisateur des mondes virtuels que la réalité peut être aussi tout autre chose que la réalité physique. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez aussi beaucoup de mal à vous faire comprendre de ceux qui utilisent voilà, la réalité non augmentée, c'est-à-dire même la réalité diminuée. Donc en 2007, on m'a fait connaître les mondes virtuels. Et là, à nouveau, je dis waouh, c'est génial. Je suis chez moi, c'est bon. Et le temps de faire quelques réglages intérieurs avec ce que j'allais y faire, eh bien voilà, on a créé un lieu avec mon compagnon et donc on a commencé à produire des expositions. Donc qu'est-ce que j'allais faire dans ce monde virtuel qui s'appelle Second Life, puisque à l'époque donc j'ai commencé avec Second Life. Eh bien, d'abord, pour une autre notion de physique quantique, c'est assez génial parce que donc en physique quantique, on dit que toutes les particules ont une propriété de non-localité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'une particule se trouve à un endroit, mais après tout, elle peut être n'importe où ailleurs. Et toutes les particules ont cette propriété-là. C'est-à-dire on ne peut pas affirmer précisément qu'elle se trouve à un endroit précis. Elle peut être aussi bien n'importe où. Et donc, créer un avatar, c'est une façon de comprendre ça, qu'effectivement, on peut être à la fois chez soi, dans un corps physique, un avatar de chair, comme aime bien dire Yan-Min, et puis, en même temps, on est délocalisé dans un autre monde. Et ça, c'est une grande révolution de pouvoir expérimenter ça. Et donc, comme on peut expérimenter ça, eh bien, on peut se mettre à travailler avec des gens qui habitent à un tout autre endroit que vous. Et donc, j'ai commencé à travailler, enfin, mais ça s'est mis en place très, très naturellement, en fait, avec quelqu'un qui se trouvait en Hollande, aux Pays-Bas, et qui m'a montré des photos qu'elle faisait en réel. Et puis, j'aimais beaucoup cette relation et le fait qu'elle sorte de son inventaire ses photos pour me les montrer, elle les mettait sur un prime, et je trouvais que ça créait quelque chose de très beau dans la relation. Et en fait, j'avais envie de photographier cette relation. J'avais envie de rendre compte de ça, de ce qui se passait quand elle sortait de son inventaire et qu'elle mettait et qu'elle me montrait, qu'elle me faisait partager finalement ce que elle voyait dans son pays, donc aux Pays-Bas, et qu'elle me le faisait partager à moi qui vis en France, à Marseille. Et donc j'ai commencé à la photographier devant ces photos, mais je faisais attention qu'on voit bien qu'en fait c'était un prime derrière elle. J'aimais bien qu'on voit le trucage. Je voulais pas faire semblant que ça n'existait pas. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était de photographier ça. C'était son avatar devant une photo. Et ça a donné donc le fruit de ces... Ah, Danil, s'il te plaît, merci. Ah non, c'est pas Danil.
Si. L'exposition qui a émergé, donc la première exposition qu'on a montée, on s'appelait Annelies et on appelait ça Annelies in Wonderland, Real Virtuality. Et en fait, ce que je trouvais rigolo aussi dans les mondes virtuels, c'était tout ce jeu qu'il y avait avec les dimensions. Je me rendais compte que à mon ordinateur, par exemple, quand je faisais les snapshots, c'était j'ai pas un écran délirant en taille, et donc ça avait une certaine taille. Et en fait, quand je l'importais dans le monde virtuel et que je le mettais après dans la galerie, je pouvais le mettre dans une taille assez gigantesque. Enfin, et je trouvais ça rigolo de ce rapport à la dimension qu'on pouvait expérimenter, qu'on savait plus. En fait, moi, quand je suis devant mon écran, donc c'est moi qui suis grande et c'est la photo qui est petite. Et quand j'étais dans Second Life, en fait, j'étais petite et devant une image de grande taille. Et donc j'avais envie de jouer là-dessus aussi et de jouer sur un peu le jeu de mots, puisqu'elle s'appelait Annelies. Donc la deuxième exposition, j'avais en fait réinventé un petit peu ma démarche artistique dans Second Life, et en fait j'avais envie de raconter les relations que j'avais avec chacun, à qui je proposais de participer à l'exposition en fonction d'un thème, quand je sentais qu'il y avait une thématique commune. Donc avec Annelies, c'était l'interrogation sur le réel et le virtuel. Et un jour, j'ai eu envie de reprendre tous mes dessins sur mes petits schémas que j'avais fait à propos de ma visualisation de tous les échanges quantiques donc que je percevais dans l'invisible. Et j'avais envie de faire une exposition donc sur ce monde quantique. Et j'ai rencontré Frao, qui lui aussi me disait qu'il s'intéressait à la physique quantique. Et nous voilà embarqués donc. Et là, on s'est servi aussi de Second Life, donc j'avais lu donc sur son blog des textes un peu science-fiction. Il arrivait de la banlieue de Saturne ou Jupiter, oui, je sais plus, j'ai pas fait mes révisions. Et donc il y a eu aussi toute une illustration, donc un jeu dans la relation, puisque en le photographiant, je savais que je voulais qu'il interprète le personnage qui était son propre personnage de ses propres histoires. Donc ça, c'était la deuxième exposition. Ensuite, j'ai voulu rendre une sorte d'hommage un peu à toute cette époque où j'avais écrit le piano et de ressortir des documents. Alors toujours avec la magie de redimensionner. Donc en fait, j'ai retrouvé des tout petits documents et puis j'ai pu mettre ça en grand. Et là, on a commencé aussi à travailler avec le son. Et le son est très important dans l'occupation de l'espace, en fait. Et comment on passe du linéaire au multidimensionnel, c'est beaucoup par le son. Puisque finalement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure de la particule et de l'onde, eh bien une expo avec du son, comme là ce soir, cette expo conférence, eh bien c'est une façon de réunir dans un même continuum ce qui est matériel et ce qui est énergétique. Et le son, c'est de l'énergie. Et dans
dans la période où en fait j'avais en tête, j'avais le désir de faire une exposition sur le piano, sur l'éditeur Robert Morel, sur tous les documents que j'avais de cette époque-là. Oui, voilà, c'est ça, Hyperion. Donc, dans la même période, on a été recontactés, mon compagnon et moi-même, par la femme de mon éditeur qui est décédé depuis longtemps. Et elle cherchait à faire un site web sur Robert Morel, dont les livres sont assez collectionnés parce que ça n'est sûrement pas une coïncidence, mais Robert Morel est considéré comme le père des livres-objets. Donc il était déjà lui-même dans une recherche de faire du livre autre chose que simplement de l'écriture. Mais d'en faire aussi un bâtiment artistique. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait comme un repli du temps qui se faisait, que dans le moment où je voulais réanimer tout ce vécu, donc de 1982, dans le même laps de temps, dans ma vie réelle, il y avait des événements qui concordaient avec la réactivation. Et pour moi, ça faisait comme un pli. Quand je mettais les deux, un sur l'autre, eh bien, je passais d'un espace-temps à un autre espace-temps. C'est une méthode que j'ai aussi plusieurs fois utilisée pour des choses très précises dans mes expérimentations. Les anges aussi rêvent est une exposition qui a été créée spécialement pour la bibliothèque francophone du Métaverse. Et c'est la première fois qu'en fait j'ai découvert qu'on pouvait rendre complètement solidaire l'exposition de son lieu d'architecture, du lieu qu'il habitait, qu'il abritait, pardon. Et j'ai eu envie aussi par le son de restituer une notion de l'ange. Alors bon, ceux qui ont vu cette expo ou plus tard l'échelle de l'ange ont pu voir que j'ai des fois une vision de l'ange qui n'est pas tout à fait conforme enfin, ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Ni ce qui a pu être fait artistiquement sur l'image de l'ange, avec les ailes, avec bon, même si on a utilisé pour l'image l'avatar de Sacre Meustache, qui était un avatar d'ange. Mais en fait, je voulais aller bien au-delà de tout ça, et j'avais décidé que l'ange serait figuré en fait par le son. Et donc, en se déplaçant dans cette exposition, vous déclenchez des phrases sonores, ou des bouts de phrases, des bouts donc d'éléments historiques, comme le discours de Martin Luther King, comme des bribes de voix de la NASA, de décollage ou d'atterrissage, je ne sais plus trop, d'une navette spatiale. Le chant des baleines aussi. Et puis des bouts de chant aussi, donc des enregistrements que j'ai fait moi-même. Voilà, donc il n'y avait pas simplement le sol et les murs, mais il y avait aussi tout l'espace qui était rempli par l'exposition à travers le son.
Avec l'échelle de Lange, alors déjà avec l'homme quantique, on avait commencé à ouvrir le toit de la galerie et à se rendre compte qu'on pouvait commencer à faire dépasser des choses. C'était assez rigolo. Et en fait, avec l'échelle de Lange, j'ai délibérément joué avec ça. C'est-à-dire, c'est la première exposition qui se passait sur plusieurs niveaux, et y compris, en fait, il fallait se téléporter ailleurs pour avoir la suite de l'exposition, et il fallait se téléporter dans le ciel. Et donc, à partir de là, toutes les expositions ont été dans le ciel, et c'est quelque chose de très, très important. Et en fait, pour figurer l'ascension, en fait, il fallait donc marcher tout le long d'un chemin que Frao avait construit, jusqu'à un endroit où, à nouveau, c'est par le son qu'il se passait quelque chose, puisque tout au bout de ce chemin, dans le ciel, il y avait, on écoutait une chanson qui avait été complètement construite par Internet, puisqu'en fait j'avais envoyé un enregistrement à Philippe Codeco, un compositeur donc qui se trouve dans une toute autre ville. Et bon, plus tard on s'est rencontrés, mais à cette époque-là on travaillait que par envoi de fichiers, et il a participé de cette façon-là à plusieurs expositions de Tourné Coton. Avec la jetée des rêves, je suis revenue un peu sur mon idée. Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec le roman multimédia filmé à même la vie, mais le concept du roman multimédia filmé à même la vie, c'est que je travaillais en même temps sur un livre, un film, une exposition et même une pièce de théâtre. Et tout était interactif, et il fallait que je puisse passer de l'un à l'autre dans ma tête, et que ça fonctionne toujours. Et oui, c'est exactement, c'est ce que maintenant on appelle le transmédia. Et donc, toujours dans mon idée de raconter les rencontres, en fait, il était question que Nathaniel vienne, donc il est sur Paris, vienne à Marseille et qu'on se rencontre. Donc on avait déjà travaillé ensemble sur l'échelle de Lange. Et comme il est caméraman, donc naturellement, j'ai suggéré qu'on fasse un film. Et pour ceux qui connaissent La Jetée de Chris Marker, donc c'est pour ça que l'expo s'appelle La Jetée des rêves, c'est un petit clin d'œil à Chris Marker. Et à ce film, La Jetée, dans lequel en fait un homme et une femme se rejoignent dans l'espace-temps. Et en fait, ils appartiennent à deux espaces-temps différents, et ils se rejoignent dans des espaces autorisés très, très restreints. Enfin, on comprend à la fin que c'est même plus que restreint, c'est impossible. Et en fait, j'avais envie, toujours puisque je ne suis pas une fictionnelle, mais je suis quelqu'un qui travaille à partir du réel. Donc je voulais qu'en fait, l'histoire qu'on allait filmer, ce soit pas une fiction, qu'en fait ce soit notre vraie rencontre. Et c'était la rencontre de personnes donc qui se connaissaient déjà, mais dans une autre réalité. Et donc ça donnait un film qu'on peut voir sur Dailymotion, qui s'appelle La percée quantique. Voilà, mon pseudo c'est Maria Kahn, et donc on peut le trouver sur internet et le voir, et en même temps on le voit aussi dans l'exposition. Donc la notion d'architecture est devenue très importante aussi dans comment j'ai conçu à partir de
donc à partir des anges aussi rêves à la bibliothèque francophone, comment ça a été très important d'intégrer l'architecture. Et c'est ce qui donne aussi toute la multidimensionnalité et qui fait que la façon de raconter des choses dans les expositions se fait aussi en se déplaçant d'un espace à l'autre, d'une pièce à l'autre, en empruntant des chemins, en montant, en se téléportant. Et le déplacement donc au sein de cette architecture est très importante, et aussi parce que le cheminement qui se fait, que la personne, que le visiteur fait en se déplaçant, pour moi doit correspondre à un cheminement intérieur, c'est-à-dire c'est comme si je prenais la personne à un endroit d'elle-même et que je voulais l'amener à un autre endroit d'elle-même à travers tout ce qu'elle allait lire, entendre et voir. Et donc tout l'espace de l'exposition est créé en fonction de comment ça opère une alchimie dans celui qui visite. Donc là, on montre mieux les structures d'architecture. Donc pour l'échelle de l'ange, c'était aussi comment dire que l'ange a aussi une architecture. Pour la jetée des rêves, c'était plus quelque chose qui devait être cinématographique, comme un espèce de décor de cinéma. Pour la planète des petits princes, j'ai beaucoup joué sur les couleurs, sur le rose, sur les images de fleurs, et donc de loin, il fallait que ça ressemble aussi à une espèce de grand bouquet de fleurs. Dans la narration aussi, ce qui est important, c'est pas simplement ce qui est raconté à travers ce qui est lu, c'est aussi l'histoire qui est vécue, l'histoire vivante qui est donnée à vivre donc les soirs de vernissage. Et je crois que ceux qui ont eu l'occasion de participer à des vernissages ont peut-être gardé un souvenir fort avec certaines fois donc une sorte de scénographie qui était construite aussi pour qu'il y ait du vécu. Donc par exemple à la fin de la planète des Petits Princes, on se rendait compte que la planète des Petits Princes c'était notre Terre. Et donc on pouvait à quelques-uns, pas tout le monde parce que il n'y avait que quelques sièges, mais on pouvait s'asseoir sur des petits nuages et on était en l'air et la planète tournait. Et on était au milieu d'un tas d'images aussi du collectif, beaucoup d'images de manifestations. Ah, j'ai pas vu la question. C'était du... Non, pas du tout. C'était, on était dans Second Life. Non, là, je n'étais pas encore en réalité mixte. C'est dans Fleur de Vie. Donc on arrive à Fleur de Vie et non, là c'est voilà par exemple à la fin de l'échelle de l'ange, eh bien il fallait que chacun devienne aussi l'ange et puisse voler. Donc ça s'est fait. Certains ont eu un script pour voler, comme pour dire tiens, on a un peu compris un certain message, puisque je disais qu'en fait un jour nous serons tous redevenus des anges. Puisque les anges, c'est nous. Et donc dans la dernière exposition qui a été créée, Fleur de Vie, là c'était avec des particules et des scripts de danse aussi, mais qui étaient différents. C'était beaucoup
dans la verticalité. Enfin, Medora Chevalier est assez spécialiste de scripts de danse et de particules. Et je dois dire que c'était réellement magique. En plus, on avait en live de la musique de Ultraviolet, qui était en Angleterre. Et c'était vraiment magique, visuellement, auditivement. Voilà. Donc cette exposition Fleur de vie a eu un destin un peu particulier. D'abord, pour l'instant, c'est la dernière dans Second Life, et je le sentais. Elle a mis très longtemps à se mettre en place. Je l'ai mûrie, je crois, pendant 4 ans. Et en fait, je voulais parler de l'interconnexion de chacun, à la fois de son unicité et à la fois donc dire que nous sommes tous uniques. Et je voulais représenter cette unicité par une fleur. Bon, en fait, je n'ai pu expérimenter ça qu'avec des personnes que je connaissais et pour qui je savais que je pouvais créer une fleur qui ressemble énergétiquement à ce que je ressentais de la personne. Et en même temps, je voulais surtout dire que nous étions tous interconnectés et que tous ces liens créent un tissage qui est de plus en plus évident avec toute la pratique des réseaux sociaux, tout ce coworking qui se met en place, où à travers Internet, on échange de plus en plus et on construit de plus en plus des projets ensemble. Donc je voulais le matérialiser par une exposition. Et donc c'est Fleur de vie. Donc avec Fleur de vie, j'ai réussi à faire quelque chose que je mijotais depuis un moment, mais que je n'étais pas arrivée à mettre en place. C'est en fait créer une simulation de voyage dans le temps en utilisant quelque chose de tout bête que j'ai remarqué dans le monde virtuel. Donc en fait, vous avez tout en haut de votre écran, vous avez les coordonnées qui sont des coordonnées spatiales en fait, qui vous indiquent les coordonnées géographiques de là où vous vous trouvez. Et en fait, j'ai eu envie de transformer ces coordonnées géographiques en coordonnées temporelles. Et donc, j'ai eu envie qu'on se téléporte non pas à une altitude donnée, mais à une date donnée. Bon, je voulais pas non plus que ce soit trop futuriste et en fait, j'ai choisi 2013 parce que c'est juste après 2012 et que j'avais envie de dire qu'en 2013, on aurait passé une grosse mutation. Donc en fait, on était en 2010, ça faisait un petit peu dans le futur, mais pas énormément. Bon, maintenant, on y est quasiment. L'an prochain, ça va coller. Et donc avec Fleur de vie, c'est l'exposition qui a été le plus étendue, puisqu'elle se passe sur 4 niveaux. Donc vous avez 2013, vous avez la forteresse d'amour, vous avez les cercles de vie. Donc en fait, j'ai regroupé
Donc sur le plus grand cercle, j'ai regroupé tout ce que j'avais fait à partir de personnes féminines. Et puis il y avait deux autres petits cercles, enfin le cercle plus petit, où là j'ai regroupé les hommes et sur l'autre les enfants, puisqu'il y avait aussi quelques enfants. Et donc ces cercles de vie regroupent. Donc en fait pour chaque personne, je voulais non seulement reconstituer une fleur qui le représente, mais aussi des éléments de son univers. Donc en fait ça a été assez compliqué à mettre en place et j'ai un peu abandonné l'idée qu'on puisse vraiment rentrer dans l'univers de chacun, mais l'idée de départ c'était ça. C'était que je voulais qu'on puisse rentrer dans qui était chacun. La plateforme d'information, ça c'est... En fait c'est une envie qui me poursuit depuis même plusieurs expositions, de créer un endroit où en fait on accède à de l'information qui soit visuelle, qui soit sonore. J'ai pas réussi encore à le faire. Bon, j'en fais quelques tentatives. Il y a eu une tentative dans la planète des Petits Princes à la fin de l'exposition. Et là, dans Fleurs de Vie, j'avais envie de représenter ça. Alors, l'information, c'est pas l'information de la télévision, mais c'est l'information qui nous vient à travers nous, qu'on peut ressentir de ce qui est en train de transiter dans l'univers. Et à partir de là, Fleur de Vie est la seule exposition qui a eu donc un destin un peu différent des autres expositions. C'est-à-dire qu'elle a vraiment eu une exportation dans le réel. Pas en réalité mixte comme ça avait pu être fait à certaines occasions. J'ai pu présenter donc de vive voix mon travail et c'était montré donc par une balade dans Second Life. Mais là, c'était vraiment indépendamment du fait que j'y sois. Donc l'exposition devait se suffire à elle-même et exister par elle-même physiquement. Donc on a choisi le mode du film et on a fait un film, donc Nastic a fait un film de cette exposition. Et donc en fait c'est parce que j'avais été contactée par Médiacité, une association d'Aquitaine qui montait donc une série d'expositions en Aquitaine sur la thématique des médias sociaux et donc du regard que pouvaient avoir les artistes, d'un regard critique que certains artistes pouvaient avoir sur les médias sociaux. Donc Fleur de Vie a été choisie comme représentant les mondes virtuels. Et donc là je bouclais un peu la boucle puisque j'ai aussi, donc vous avez vu dans mon parcours que je suis passée du livre finalement aux expositions et à nouveau je voulais repasser des expositions au livre. Et à partir des dessins que j'ai faits, alors ceux-là ont été faits spécialement pour Fleur de Vie. Autant dans toutes les autres expositions, les dessins ont été piochés par toutes mes expérimentations des années 2000 et 2001. Autant là, j'ai fait des dessins spécialement, donc c'est pour ça aussi que ça a été plus long pour monter cette expo, parce qu'il a fallu que je crée tous les dessins. Et donc, il y a un livre, donc Fleur de Vie, le fleurissement des consciences, qui reprend donc les dessins, tous les dessins de l'expo, avec en plus tout un texte qui est uniquement lié à ce livre-là et qui n'est pas du tout, donc qui parle des thématiques de l'exposition, mais qu'on ne retrouve pas dans l'exposition.
Voilà, et donc il y a eu deux expositions pour l'instant, donc de regard d'artistes sur les médias sociaux. Une à la médiathèque de Mérignac et une autre à Cap Science. Et c'était très intéressant, la médiathèque de Mérignac. Donc, un avatar avait été créé spécialement pour les visiteurs. Et donc, il était connecté à chaque fois que de l'ouverture donc de la médiathèque. C'était pas moi qui le gérais, hein, c'était donc la médiathèque. Et il était à disposition des visiteurs. Donc, l'avatar s'appelait Fleur de Vie. Et quand je voyais, donc moi j'étais connectée chez moi, et quand je voyais Fleur de Vie bouger, donc je me manifestais, et des fois on me répondait. Et des fois c'était très intéressant. Donc de dialoguer, tantôt avec une petite fille qui passait par là et qui tout d'un coup me disait « Ah, ma maman m'appelle, je dois y aller ». Ou bien quelqu'un qui travaillait à la médiathèque, ou bien bon, quelqu'un qui passait par là. Et alors j'avais mis un petit carnet dans un voyage où j'étais allée à Mérignac. J'avais laissé un petit carnet qui était bon, pas un livre d'or, mais un carnet d'or. Et je disais, regardez, donc à côté de vous, vous allez trouver un petit carnet, marquez-moi un petit mot, marquez-moi votre mail. Et puis donc comme le vernissage n'avait pas encore eu lieu, je disais aussi, ah mais je serai là tel jour, si vous voulez on pourra se voir. Ah ben oui. Bon en fait je n'ai vu personne finalement, des quelques-uns avec qui on s'était promis de se rencontrer, mais je trouvais ça rigolo de se donner rendez-vous comme ça. Par avatar interposé pour se rencontrer un petit peu plus tard dans la vraie expo. Voilà, et donc vous l'avez peut-être remarqué et compris, donc pour moi ce qui est important c'est avant tout de créer des liens entre les êtres, des liens entre les réalités, et avoir une réflexion sur la réalité, sur la vie, sur l'art et sur l'humanité connectée. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour m'avoir suivi aussi en cheminant devant ces photos. J'ai préparé aussi une autre exposition, donc elle est prête, je vais sûrement la continuer, je me connais, je vais encore la compléter, mais là je l'ai appelée Introduction au livre quantique. Voilà, je voulais que ce soit, j'appréhendais beaucoup d'en parler pour la première fois en public. Je suis très reconnaissante envers Lorenzo de m'avoir un peu prématurément suggéré de le faire publiquement. Ça m'a obligée à quelques réglages un peu violents pendant quelques jours, mais je suis très heureuse d'avoir été là ce soir avec vous tous.